Bonsoir tout le monde, merci de nous avoir rejoints pour ce quatrième webinaire de la semaine au sujet de la prise en charge des plaies à domicile dans le cadre donc de notre semaine internationale de sensibilisation à l'épidermolyse bulleuse. On accueille ce soir Vincent Lagrange, qui est donc directeur technique de la société SICA+, infirmier de formation et spécialisé en cicatrisation. Voilà, et on aura également à ses côtés Rose Boudin, infirmière référente du centre de référence de l'hôpital Saint-Louis à Paris, qui aidera également Vincent à répondre à toutes vos questions en lien avec l'épidermolyse bulleuse. Vincent, voilà maintenant 3 ans que vous êtes partenaire de l'association DEBRA et que vous apportez différents types de services, notamment celui de simplifier la vie des familles en livrant à domicile tout ce qui est pansement et molécules. Vous allez nous en dire un petit peu plus sur tout cela. Et vous avez fait également, vous avez d'autres activités au sein de SICA+. Je vous laisse nous expliquer un petit peu tout cela. Très bien, merci beaucoup Angélique. Merci pour l'invitation. Donc nous, la société SICA+, est une société basée à Lyon. Et on est ce qu'on appelle un prestataire de services spécialisé en cicatrisation. Donc notre métier, c'est vraiment la cicatrisation de façon globale. Donc on s'occupe en fait de tous les patients qui ont des problèmes de cicatrisation à domicile, donc qui peuvent être des problèmes post-opératoires, traumatiques, ou des plaies chroniques comme on peut trouver dans toutes les pathologies d'orientation gériatrique, les escarres, les ulcères, ainsi de suite. Et donc notre travail, c'est comme tout prestataire de service, d'abord de fournir du matériel auprès des infirmières libérales de façon à ce qu'elles puissent faire les pansements dans de meilleures conditions. Et puis, on a une fonction aussi de formation, c'est-à-dire qu'on est tous spécialisés en cicatrisation, ce qui en fait ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en fait, il n'y a pas de spécialité proprement dite, mais on est tous infirmiers avec un diplôme universitaire, au moins un diplôme universitaire de plaie et cicatrisation. Et on travaille depuis maintenant, comme vous l'avez dit, depuis 3 ans avec vous, en partenariat avec l'association DEBRA, pour prendre en charge en fait des patients qui sont atteints d'épidermolyse bulleuse, donc à différents niveaux de sévérité. On a maintenant une cinquantaine de patients sur l'ensemble du territoire national. Et donc, notre objectif, notre but, c'est de les aider au maximum d'un point de vue logistique dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on va s'occuper en fait de l'ensemble de la livraison des pansements de façon mensuelle. Non seulement on livre les pansements donc, à ces patients, mais on livre également les molécules, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin du tout d'aller à la pharmacie. Donc, ça les déleste un petit peu d'un gros poids en termes de logistique. Et puis, tout ce qui est non remboursé, c'est-à-dire tout ce qui est crème, topique, savon, ainsi de suite, on a décidé, donc, en partenariat avec Debra, de les donner gratuitement aux familles, de façon à ce qu'il n'y ait pas en fait de ce qu'on appelle de reste à charge en plus chaque mois, parce qu'on Donc avait là, des c'est vrai que sur les familles. produits, nous, là où on est les plus gros consommateurs avec un reste à charge, c'est notamment tout Mmh, ce qui est gamme Tubifast, aiguille, ce genre de produits, je voilà, tout à précise fait. pour que... Quelques topiques aussi, des savons sur gras, du Cicalfate, enfin je ne vais pas donner les marques, mais enfin des produits qui sont très utilisés, notamment pour le nettoyage et puis le bien-être en fait de la peau des patients. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment important que le patient ou sa famille ait absolument tout en même temps, de façon à ce qu'il puisse être dans de très bonnes conditions. Et notre autre fonction qu'on a développée maintenant depuis quelques mois et qui fonctionne très bien, et j'avoue que j'en suis très content, c'est qu'on arrive à trouver maintenant, en faisant des dossiers spécifiques pour chaque patient, on arrive à trouver des infirmières libérales qui veulent bien en fait faire les pansements des patients, parce que vous savez très bien, vous êtes bien placé pour le savoir, qu'à 95%, en fait, c'est la famille du patient qui fait ses pansements, tout simplement pour des raisons financières, hein. C'est triste à dire, mais c'est une réalité, parce que la cotation des infirmières libérales ne correspond pas en fait à des pansements qui sont longs et complexes. C'est-à-dire qu'il y a une cotation spécifique infirmière qui dépasse rarement les 12 à 15 euros par pansement. Et quand vous avez un pansement qui prend plusieurs heures, c'est quasiment impossible pour une infirmière de faire ce pansement-là. Et donc, les familles se retrouvent à faire des pansements. Donc, nous, on a monté plusieurs dossiers avec de très bons résultats positifs d'acceptation, de cotation exceptionnelle pour les infirmières libérales. Cotation qui nous permet d'avoir une cotation, c'est le cas de le dire, qui est assez importante en termes d'argent. C'est-à-dire qu'en général, un pansement classique, une infirmière touche 12 euros. Et avec les cotations exceptionnelles qui sont spécifiques à chaque patient, on peut monter jusqu'à des cotations à 300 ou 400 euros par patient.
Donc, ce qui veut dire qu'en fait, là, ça devient alors, un mot qui n'est pas très utilisé en santé, mais qui est quand même à la mode actuellement, le pansement devient rentable en fait pour l'infirmière libérale. Et donc, ça déleste en fait la famille surtout, notamment, c'est souvent les mamans qui le font. Donc, et donc, on peut trouver des infirmiers libéraux qui sont d'accord pour faire les pansements des patients qui sont atteints de B. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. On est les seuls à le faire. On le fait toujours en partenariat avec les médecins dont dépendent les patients. Donc, on travaille, nous, avec l'hôpital Necker, on travaille avec l'hôpital Saint-Louis, avec Rose, qui est présente, si je ne m'abuse, et avec l'hôpital de Nice. Et donc, on en est à notre 5e ou 6e dossier qui a été accepté par les différentes CPAM des patients, parce qu'on fait vraiment des dossiers, en fait, on va dire, personnalisés. Ce n'est pas quelque chose de systématique. Et ça, on en est vraiment très content, notamment sur des patients qui ont des atteintes très sévères avec des traitements et des pansements qui sont très longs. Donc, voilà ce que fait SICA+, de façon globale. Très bien. Alors maintenant, on va prendre votre casquette d'expert en cicatrisation pour nous rappeler un petit peu les bases des différentes phases de cicatrisation normale d'une plaie, parce que c'est vrai que souvent, on se retrouve à devenir infirmier du jour au lendemain, sauf que nous, on n'a jamais passé notre DU plaie cicatrisation. Donc, ce n'est pas toujours simple pour nous de s'y retrouver, de savoir à quelle étape exactement on en est, quel type de pansement mettre, quel type de produit appliqué sur la plaie. Voilà, donc vous allez maintenant nous expliquer un petit peu tout cela à travers la présentation que vous avez présentée. Voilà, donc je vous ai fait une petite présentation, alors qui ne rentre pas dans le détail, parce que bien évidemment, on n'a pas le temps et puis ce n'est pas le but du jeu, mais qui va reprendre en fait les grandes étapes en fait du processus physiologique de cicatrisation, parce que le principe du jeu, qu'on ait une pathologie ou pas, on est quand même programmé pour cicatriser. Alors bien évidemment, il y a des personnes qui vont cicatriser de façon beaucoup plus longue et beaucoup plus compliquée du fait de la pathologie ou de l'environnement donc du patient. Donc, je vais vous expliquer au fur et à mesure un petit peu comment fonctionnent ces différentes étapes, en vous présentant également des pansements qui vont avec. Alors, bien évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, hein. C'est des pansements qui sont les plus utilisés actuellement sur le marché français. Alors, vous verrez que je vous propose des choses, mais on peut utiliser bien évidemment d'autres produits. Ce qui est super important dans ces produits, c'est de bien garder en fait l'indication du produit. Et on verra qu'il y a différentes étapes qu'il faut respecter. Donc, je vais faire dérouler ce PowerPoint. En plus, ça marche. Quel bonheur. Voilà. Donc, un petit rappel en fait physiologique sur la cicatrisation. Donc, la cicatrisation se fait en 3 étapes qui sont systématiquement les mêmes et qu'on ne peut pas bouleverser dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on va passer par une phase de détertion, une phase de bourgeonnement et une phase d'épidermisation. Et ces différentes étapes correspondent en fait à différents niveaux en fait de cicatrisation, avec différentes cellules qui vont rentrer en jeu, qui ont des caractéristiques spécifiques et qui fait qu'on va utiliser donc des pansements spécifiques à ces différentes étapes. Ce qui veut dire qu'en gros, le pansement qui fonctionne sur toutes les plaies, par définition, n'existe pas et n'existera pas avant un certain moment, je pense, parce qu'en fait, on va voir que les différents facteurs qui rentrent en jeu sont très multiples et variés. Donc, ce qui fait qu'il faut qu'on comprenne dans un premier temps comment fonctionne le principe de cicatrisation pour après bien faire les étapes au fur et à mesure donc, du processus. Alors, le but, en fait, de faire des pansements et d'utiliser un arsenal de pansements qui est à notre disposition, c'est pour une seule et unique chose, c'est pour éviter, en fait, la phase qui est la plus compliquée à gérer, qui est la phase d'infection. Parce qu'en fait, une fois que votre plaie est infectée, eh bien, en fait, le processus physiologique de cicatrisation est à l'arrêt. Donc, il va d'abord falloir s'occuper de l'infection, puis de nouveau relancer le processus de cicatrisation classique par les 3 étapes, donc détertion, bourgeonnement et épidermisation. Donc, l'idée de base, c'est vraiment pour les soignants d'éviter en fait l'infection, donc d'aller vite, entre guillemets, sur les différentes phases qu'on a vues préalablement. Alors, donc, les signes de cette infection, notamment dans le cadre de l'EB, parce que on parle plus de ça aujourd'hui, on fait un focus sur cette pathologie, bien évidemment. Donc, vous avez différents signes qui vont apparaître. Vous avez la douleur, vous avez l'inflammation, vous avez la couleur des téguments qui peut se modifier. Vous avez les exudats. Alors, les exudats, c'est les écoulements qui apparaissent dans le cadre d'une infection, sachant qu'une plaie qui coule, c'est pas normal. Donc, ça veut dire que c'est un signe d'infection, sauf dans certaines pathologies, par exemple comme dans les ulcères veineux, où là, d'un point de vue physiopathologique, on a naturellement de l'exudat. Mais sur une plaie où vous n'avez pas d'œdème, donc votre plaie ne devrait pas couler. Si elle coule, c'est que c'est un signe d'infection. Donc, il faut bien garder ça à l'esprit. Une plaie qui coule beaucoup est une plaie qui, généralement, est soit colonisée, soit infectée. Et donc, il va falloir s'occuper d'abord de cette infection
et puis, dans un second temps, après, relancer le processus. L'odeur, bien évidemment, peut être également présente, hein. Je pense que vous avez tous été confrontés à des plaies qui sentent particulièrement fort. Il y a même des odeurs spécifiques à certains germes. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais donc, le traitement donc, de cette infection est pour les 3/4 du temps donc, une antibiothérapie. Ça ne sert à rien d'utiliser des antiseptiques. L'antiseptique est là pour éviter l'infection. C'est un antiseptique, donc c'est avant le sepsis. Donc, en fait, quand votre infection est déclarée, donc là, on va utiliser cette fois-ci des antibiotiques. Alors, on a toute une batterie d'antibiotiques locaux avec des résultats qui sont plus ou moins moyens, on va dire. Donc, je vous ai mis quelques noms que vous devez connaître, comme la fuchsidine, la mupirifisine, enfin, ainsi de suite. Mais surtout, en fait, ce qu'il va falloir mettre en place, donc bien évidemment avec l'aide d'un médecin et des équipes paramédicales, c'est un traitement antibiotique par voie systémique, donc soit par la bouche, hein, per os, donc avec des traitements spécifiques, ou soit si vraiment vous avez des infections qui sont très importantes avec une atteinte des tissus profonds ou des os, donc une antibiothérapie par voie intraveineuse, ce qui est quand même assez rare dans le cadre de l'EB et tant mieux. Donc l'infection dans le cadre de l'EB, on va utiliser des produits qui sont bien connus par vous, donc notamment de la flamazine. Alors pourquoi on utilise ce produit-là? Parce que la flamazine en fait contient de la sulfadiazine argentique, donc qui est un ion argent, et l'argent a des caractéristiques en fait antibactériens. Alors, ça fonctionne bien. Par contre, ça fonctionne pas sur tout, l'argent. Ça fonctionne pas sur tous les germes. Et puis surtout, ça fonctionne pas longtemps. Donc, c'est-à-dire que c'est un traitement qui doit être utilisé, on va dire, avec modération sur une période assez courte. Donc, sur une période qui dépasse pas 8 à 10 jours. Si vous n'avez pas d'évolution bénéfique ou positive de votre plaie, ça veut dire que le germe qui est en cause donc de l'infection, ce germe-là n'est pas sensible en fait à la flamazine, donc aux ions argent. Donc, on a depuis un petit moment un produit qui fonctionne très très bien, qui s'appelle le Sorbac, qui est distribué par le laboratoire Inresa, qu'on trouve beaucoup en ville. Alors là, je vais vous parler beaucoup de produits qu'on trouve en ville parce que nous, notre activité, elle est en ville. On ne trouve pas forcément ces produits à l'hôpital parce que ça dépend en fait des appels d'offres qui sont faits par les pharmacies des différents établissements. Le Sorbac est encore pas très très connu à l'hôpital. Par contre, il est en plein essor en ville et c'est vraiment un produit qui fonctionne très bien. Ça fonctionne un peu comme un hydrogel, donc c'est un tulle qui est imbibé avec un gel antibactérien et qui a un spectre. Alors le spectre, en fait, c'est la capacité de détruire ou de neutraliser un maximum en fait de bactéries. Et c'est vraiment un produit qui est très intéressant, notamment avec la formule gel. Je sais que c'est pas encore très 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 utilisé dans le B, mais les rares fois qu'on l'a utilisé, on a eu des très bons résultats. Donc, à voir bien évidemment avec votre médecin, hein, ça c'est lui qui décidera, mais c'est une alternative qui est assez intéressante. Dans le cadre de l'infection cutanée, en fait, le traitement le plus efficace et qu'on préconise tout le temps, en fait, c'est la douche. Alors, je sais que c'est très compliqué de donner des douches aux patients à domicile, notamment aux enfants, parce qu'en fait, la douche peut être douloureuse, quand notamment vous avez des douleurs qui apparaissent avec la plaie. Mais la douche a vraiment 3 effets qui sont particulièrement intéressants dans le cadre de la cicatrisation et dans le cadre d'une plaie infectée en plus. Tout simplement, vous allez d'abord diluer ou baisser votre charge bactérienne en donnant la douche, c'est-à-dire que via le jet et le flot important en fait, d'eau qui va passer sur les plaies, en fait, vous allez chasser ces bactéries. La deuxième chose, vous allez avoir une détertion mécanique douce. Vous savez que la détertion mécanique, c'est ce qui permet en fait de gratter ou d'appuyer sur les plaies pour enlever les différentes bactéries ou la fibrine ou la nécrose. On verra ça tout à l'heure. Et puis, ça va stimuler également la vascularisation périlésionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, le système de cicatrisation, il fonctionne tout le temps en 2D. On va cicatriser une plaie tout le temps de bas en haut, quand vous avez une grosse perte de substance, ce qui n'est pas forcément le cas pour les patients qui ont une EB. Et puis, on va cicatriser de berge à berge. Donc, en fait, les berges de la plaie sont très importantes. Et c'est une des raisons pour lesquelles on utilise des pansements qui vont nous permettre de protéger cette peau périlésionnelle, c'est le terme technique, de façon à ce qu'on puisse fermer de façon aussi horizontale. Un petit jeu de mots qui me fait toujours beaucoup rire, hein. Un pour douche, douche pour un, voilà, ça c'est fait, ça m'amuse. Et donc, si vous ne pouvez pas donner la douche à vos patients,
pour différentes raisons, hein, parce que l'enfant ne le peut pas, parce que les gens n'ont pas de douche aussi. À domicile, on voit des patients qui n'ont pas de douche, hein, ça arrive aussi. Donc, n'hésitez pas à rincer avec des sérums, donc avec du sérum physiologique si vous en avez, ou voire même avec de l'eau du robinet, hein, ça fonctionne également très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément de l'eau stérile, hein, votre plaie n'est pas stérile, donc vous n'allez pas faire de surinfection en mettant de l'eau sur votre plaie. Mais vraiment, gardez bien à l'esprit que cet effet douche est très très intéressant dans les plaies de façon globale et en particulier dans les plaies qui sont infectées, ce qui va nous permettre de limiter, on va dire, l'infection et voire même de prévenir cette infection quand on a un début de rougeur ou un début de signe clinique de plaie infectée. Alors, pour revenir donc sur cette partie donc des différentes phases de cicatrisation, donc la première des phases, c'est la phase de détertion. Alors cette phase de détertion, c'est en fait la phase de nettoyage de la plaie. Alors nettoyage de la plaie, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire qu'on va quand même enlever un maximum de débris nécrotiques ou de débris fibrineux ou en fait de cellules qui sont mortes sur les plaies, de façon à ce que cette plaie soit nettoyée. Et nettoyer, ça nous permettra en fait de passer à la phase suivante, qui est donc la phase de bourgeonnement. Alors, comment on fait cette détertion et quand on la fait? On la fait le plus vite possible parce que c'est vraiment la phase la plus critique dans le processus de cicatrisation. C'est lors de cette phase-là qu'on va basculer soit du côté infection ou du côté processus classique de cicatrisation. Donc, c'est vraiment la phase la plus importante. Et donc, il faut, j'allais dire, faire cette phase-là le plus vite possible. Alors, on la fait avec quoi? Eh bien, on peut la faire d'un point de vue mécanique, c'est-à-dire qu'on va utiliser des outils pour ça. Donc, on a des ciseaux, on peut utiliser des lames de bistouri, on peut utiliser des curettes. Le seul moyen, enfin, le seul inconvénient, mais qui n'est pas un inconvénient mineur, c'est la douleur que peut générer en fait cette détertion sur le patient. Et un patient qui a mal, c'est un patient qu'on ne peut pas cicatriser. Donc, et puis surtout, il va s'en rappeler. Donc, le lendemain, quand vous allez essayer de réutiliser votre curette ou votre lame de bistouri, eh bien, vous ne pourrez pas le faire. Donc, cette détertion mécanique, elle est faisable si votre patient n'est pas douloureux ou si vous avez anticipé cette douleur en donnant des antalgiques avant de faire cette détertion mécanique. On peut faire une détertion mécanique tout simplement aussi avec des compresses sèches, en faisant une sorte d'abrasion en fait, des peaux mortes, sans être bien évidemment traumatique sur la plaie. Et puis on peut le faire également avec des pansements. Donc, il y a des pansements qui sont dédiés, qui sont fabriqués par les professionnels donc, de pansement pour cette phase de détertion. Alors, je vous en ai mis quelques-uns que vous devez déjà certainement connaître, hein. Donc, l'un des plus connus, c'est ce qu'on appelle la famille des alginates. Alors, les alginates, le nom connu, c'est l'algostéryl, c'est du laboratoire Brotier, qui est un laboratoire français qui fabrique ce produit maintenant depuis 25-30 ans, qui est un produit qui fonctionne très très bien, qui est un produit à base d'algues. Donc d'algues vertes, hein, qui a deux fonctions particulières, cette algue verte. Donc qui a une fonction d'abord hémostatique, c'est-à-dire qu'elle va arrêter éventuellement des saignements potentiels. Et puis surtout, elle a une fonction de détertion en faisant un maillage en fait, de fibres qui va décrocher la fibrine, cette fameuse fibrine qui nous empêche donc de passer sur une plaie qui est bien rouge, bien vascularisée, donc une plaie en phase de bourgeonnement. On peut également utiliser des gels quand vous avez de la nécrose. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail entre nécrose et fibrine, sachant que les patients qui ont une EB ont surtout de la fibrine. Donc, en fait, la fibrine, c'est des cellules qui sont en phase donc qui sont en train de mourir, dont l'eau en fait commence à s'évaporer. Et le problème de cette fibrine, c'est qu'elle accroche donc à la peau, à la peau sous-jacente, et donc elle est difficile à enlever. Donc ces pansements peuvent enlever et fonctionnent assez bien pour enlever la fibrine, notamment sur des patients qui ont des plaies dans le cadre de l'EB. On peut également, donc, comme je vous le disais, utiliser des gels, comme le Sorbac gel qu'on a vu précédemment, ou alors des hydrogels. Il y a d'autres produits qui existent aussi, par exemple ce qu'on appelle la gamme des irigo-absorbants, mais qui sont des produits qui ne sont pas adaptés aux patients qui souffrent de B, parce que c'est des produits qui sont très agressifs, qui contiennent notamment des teneurs en sel qui sont importants. Et puis, on a d'autres alternatives, donc on utilise aussi maintenant de plus en plus, alors c'est un peu à la mode aussi, il faut être franc, hein. On utilise par exemple le miel, alors le miel médical. Alors pourquoi le miel? C'est un produit, on n'a rien inventé, vous savez que c'est souvent un éternel recommencement, hein, la médecine. Le miel, on l'utilise parce qu'il a une fonction de détertion. Une fonction de détertion, pourquoi? Parce qu'on a d'abord un effet osmotique. Le miel, il est fait à 90% de sucre. Et donc, le sucre va aspirer en fait l'eau de la fibrine et donc va enlever cette fameuse fibrine. Il a également un effet détersif.
donc du fait d'une présence de peroxyde d'hydrogène dès qu'on le met avec un exudat ou avec de l'eau. Et puis surtout, le miel va stimuler en fait la réponse immunitaire, donc physiologique, les globules blancs qui vont faire leur travail donc de macrophage. Alors attention avec le miel, faites bien attention, c'est un produit qui fonctionne très bien dans le cadre de la détertion, mais qui peut avoir des inconvénients majeurs, notamment la douleur. C'est un produit qui peut faire très mal. Donc, si votre patient a mal à cause du miel, il faut bien évidemment l'enlever le plus vite possible. Et moi, je vous conseille quand même de demander au médecin son avis avant d'utiliser du miel, même si c'est quelque chose qui est très en vogue. Et puis, il faut bien utiliser le miel dans la phase de détertion et uniquement dans la phase de détertion, parce que si on l'utilise dans des phases de bourgeonnement, vu que c'est des cellules qu'on appelle des fibroblastes qui sont gonflés d'eau. En fait, quand vous mettez beaucoup de sucre face à l'eau, et bien en fait, le sucre va pomper l'eau donc des fibroblastes et vous vous retrouvez avec cette fois-ci avec un effet inverse, c'est-à-dire vous risquez de partir en nécrose. Donc attention avec le miel, c'est un produit qui fonctionne bien, mais dans les phases de détertion et demandez quand même l'avis à votre médecin avant de vous lancer sur ce genre de thérapie, mais qui, dans certains cas, est très intéressante. Donc là, je vous ai mis des photos voilà, des différents produits qu'on peut utiliser, mais je pense que vous les connaissez déjà. Alors bon, Melectis, c'est une marque de miel, mais vous en avez plein d'autres. Voilà. Alors pourquoi utiliser du miel plutôt dit médical? La différence entre le miel médical et le miel alimentaire, c'est que le miel médical, il est chauffé, il est filtré. On enlève les différents produits chimiques qu'on peut retrouver à l'intérieur, notamment tout ce qui est pesticides, ainsi de suite. Et puis, il est stérilisé. Donc, c'est un côté médical et c'est un dispositif médical au même titre que les différents pansements. Donc, une fois qu'on a fait cette phase de bourgeonnement et cette phase de détertion, pardon, on va passer à la deuxième phase qui est la phase de bourgeonnement. Donc, avec des plaies qui là sont bien rouges. Alors, pourquoi elles sont rouges? Tout simplement parce qu'elles sont bien vascularisées. Et là, c'est le derme qui est atteint. Donc, alors, le derme atteint, ça veut dire que, en fait, on a les fibroblastes qui sont les molécules du derme. Ces fibroblastes ont besoin d'un environnement qui est un peu particulier pour pousser. Elles ont besoin d'un environnement humide, chaud et humide. Et c'est ce qui va permettre en fait de refabriquer du tissu et de combler en fait la perte de ce tissu. Donc pour arriver à la dernière phase, la phase d'épidermisation. Donc, à ce stade, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Il faut privilégier surtout des pansements qui vont être atraumatiques, qui ne vont pas faire mal au patient et qui vont absorber un petit peu le trop-plein d'exudat qui, lui, va être le reflet de l'activité des fibroblastes. Donc, les produits les plus utilisés, c'est ce qu'on appelle des pansements hydrocellulaires que vous connaissez tous. Il y a un très grand laboratoire d'origine suédoise qui est hyper connu, qui s'appelle le laboratoire Mölnlycke, qui a développé la gamme de pansements qu'on appelle Mepilex. Et alors, pourquoi je parle d'eux? Tout simplement parce que c'est les plus utilisés. Et puis, il faut reconnaître que c'est eux qui ont inventé la technique. Donc, une technique en fait de mettre un hydrocellulaire. Alors, un hydrocellulaire, c'est un pansement qui est un peu comme le concept d'une éponge, en fait, qui va aspirer les exudats physiologiques et qui ne va pas les relarguer. Donc, ça va nous permettre de garder un milieu humide, donc qui est bon pour les fibroblastes. Et puis surtout, ça va nous permettre une chose très importante, quand vous allez enlever le pansement, de ne pas faire mal au patient. Ça, c'est vraiment, il n'y aura pas d'adhérence. Donc ça, c'est vraiment un produit qui est très intéressant. Alors, donc, le laboratoire Mölnlycke l'a développé, mais bien évidemment, vous en avez d'autres aussi. Alors, tous ces produits sont développés sur la manière suivante. Vous avez une sorte, en fait, de caractéristiques qui va être hydrophobe, donc qui va absorber les exudats. Et puis surtout, vous avez une structure alvéolaire qui va permettre en fait une adhésion à la peau, mais qui ne sera pas importante. Donc c'est-à-dire que quand vous allez l'enlever, vous serez atraumatique, et c'est la finalité, bien évidemment, également du pansement. Donc ces pansements-là, je pense que vous les connaissez beaucoup. Il y a le Mepilex dit transfert, il y a le Mepilex XT, il y en a d'autres aussi, bien évidemment, mais c'est de loin pardon, j'étais un peu trop vite. C'est de loin les plus connus et les plus utilisés sur le marché français. Voilà. Donc sur la phase de bourgeonnement. Et une fois qu'on a fini cette fameuse phase de bourgeonnement, on arrive sur la phase de fermeture cutanée qu'on appelle la phase d'épidermisation. Donc cette phase d'épidermisation, c'est celle qu'on voit sur la photo où vous avez simplement l'épiderme qui est parti ou qui est en train de se reconstruire. Tout dépend dans quelle phase on a pris le système. Donc là, on voit que le derme est bien reconstitué, que la peau est rose cette fois-ci. Et là, c'est d'autres molécules et d'autres fibres, enfin d'autres cellules qui vont entrer en jeu. C'est ce qu'on appelle les kératinocytes. Les kératinocytes, c'est des cellules c'est les cellules de l'épiderme. C'est également les cellules qui font nos cheveux, nos poils, qui font nos ongles, les kératinocytes.
Et donc, elles ont besoin également d'un environnement particulier. C'est plutôt un environnement où on va privilégier le gras, en fait, les matières un petit peu graisseuses qui vont nous permettre d'activer l'arrivée de ces fameux kératinocytes. Donc, l'idée, c'est de faire des pansements qui sont atraumatiques et qui vont régénérer l'épiderme avec soit du gras ou soit avec des bases neutres comme des pansements siliconés. Donc là, en général, on va utiliser des pansements qu'on appelle des interfaces. Et ces interfaces sont des pansements qui sont faits soit avec des produits gras, mais qui ne sont pas forcément les mieux utilisés. Donc les pansements gras dans le cadre de l'EB, parce qu'il y a un côté macération, il faut l'éviter. Donc on va utiliser plutôt des interfaces siliconées. Et les interfaces siliconées, c'est des produits que vous connaissez également aussi. Le plus connu, c'est la gamme Urgotul du laboratoire Urgo. Mais vous avez également aussi des produits de chez Hartmann, comme Atroman, ou un des plus connus également de la marque Menuc, qui est le Mepitel. Alors ça, c'est vraiment des pansements qu'on va mettre sur des plaies qui sont pas importantes en termes de gravité tissulaire et sur la fin de cicatrisation ou alors sur le tout début. En fait, elles vont jouer ces deux rôles, soit un rôle de protection quand l'enfant ou le patient s'est un petit peu arraché de l'épiderme et donc on ne veut pas que ça aille plus loin et que ça dégénère, ou soit on a eu une plaie qui était beaucoup plus importante et on arrive à la fin du processus de cicatrisation où on a déjà fait de la détertion, du bourgeonnement et de l'épidermisation. Donc après, vous avez également ce qui est important pour fixer tous ces pansements, parce que c'est bien beau de mettre des pansements, mais il faut que les pansements tiennent. Donc on a ce qu'on appelle les moyens de fixation. Donc ces moyens de fixation, là je vous ai mis essentiellement les plus connus. Donc vous avez d'abord les bandes, vous avez différentes sortes de bandes. Vous avez des bandes tissées, des bandes non tissées, vous avez des compresses tissées et non tissées. Et puis vous avez la gamme alors, dans mon vieux temps, on appelait ça le jersey. Mais maintenant, on appelle ça du Tubifast. En fait, c'est un nom de marque qui est également du laboratoire Monluc, donc qui existe en plusieurs diamètres. Les diamètres sont spécifiés par des couleurs. Donc, on a le Tubifast jaune qui a un diamètre assez important qu'on peut mettre sur le torse. Vous avez du Tubifast bleu qui, en général, se met sur les bras ou les jambes. Et puis, vous avez les petits qu'on peut voir en bas, le Tubifast vert et le Tubifast rouge, qui, eux, sont hyper intéressants parce qu'ils sont petits, notamment pour les doigts. C'est super intéressant, les doigts de pied ou les doigts des mains, mais qui, eux, malheureusement, ne sont pas remboursés. Donc là, c'est là que nous, par exemple, Cicaplus, on intervient, c'est-à-dire qu'on fournit gratuitement les gammes de Tubifast vert ou rouge directement aux patients. Et puis, je vous ai mis dans le coin, là-bas à droite, c'est la gamme donc, qui est également dédiée spécifiquement à l'EB, qu'on appelle la gamme Garments, qui sont en fait des jerseys qui sont des t-shirts ou en fait des couvertures en fait à base de jersey sans couture, et ça c'est intéressant parce que du coup c'est pas blessant pour le patient. Et puis on peut mettre ça directement sur les pansements. Vous avez un effet t-shirt, un effet couverture qui est assez intéressant, notamment pour les enfants qui bougent, et tant mieux s'ils bougent. L'idée c'est qu'ils puissent être protégés le mieux possible. Alors cette gamme là aussi n'est pas remboursée. Malheureusement, il y a beaucoup de produits dans le B qui ne sont pas remboursés. Et nous aussi, chez Cicaplus, on peut vous la mettre à disposition gratuitement. Voilà, c'est ce que j'avais fait de façon globale. J'ai essayé d'être le plus rapide possible. Alors, bien évidemment, si vous avez des questions, je suis à votre disposition maintenant. Bon, c'est une revue, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas exhaustive. On pourrait trouver d'autres choses et d'autres produits, mais de façon globale, c'est les produits les plus utilisés dans les différentes phases de cicatrisation. J'en ai fini. Merci beaucoup Vincent pour ce tour d'horizon sur toute la gamme. Je rappelle du coup à tous nos auditeurs qui peuvent poser toutes leurs questions à travers le chat ou à travers donc le Facebook pour ceux qui suivent le Facebook Live. Rose Boudan, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes disponible? Oui, je suis disponible. Rose, qu'est-ce que tu as pensé de la présentation? Est-ce que tu souhaites réagir? Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? J'ai trouvé que c'était très très bien. Merci beaucoup Vincent. Je mets juste un petit bémol sur l'algostérile, c'est que pour l'avoir déjà utilisé sur certains patients, ça a tendance à beaucoup adhérer. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, en chirurgie plastique, il l'utilisait pas mal, effectivement, comme tu disais, pour son action hémostatique. Mais le problème, c'est que ça adhère beaucoup aux plaies et ça se confond avec les plaies. Donc, du coup, ils ont un peu arrêté. Mais après, si c'est des plaies extrêmement exsudatives, pourquoi pas, hein,
chacun est libre d'utiliser les pansements comme il l'entend et de voir comment ils adhèrent et comment ils ressentent les choses en fait. Hein. Donc c'est très personnel comme démarche. Mais bon, l'algostérile, j'avoue que j'en mets pas du tout et voilà. Après, il est toujours conseillé, je pense qu'on peut que conseiller d'essayer sur des petites zones, quoi. Hein, oui, voilà, c'est ça, tout quand on à essaie fait. de Hein. nouveaux C'est pour ça pansements. qu'après, chacun est vraiment libre d'utiliser. Enfin, les pansements, c'est quelque chose de très personnel pour chaque patient atteint d'épidermolyse bulleuse. Hein. Donc, c'est en fonction de la façon dont ils ressentent les choses, la façon dont si c'est confortable ou pas, est-ce que ça fait mal quand on l'enlève, enfin voilà. Donc voilà. Alors, tout simplement pour parler de l'algostérine, en fait, l'algostérine, c'est un produit qu'on doit humidifier en le mettant sur la peau des patients et surtout qu'on doit humidifier également pour l'enlever. Parce que Rose a tout à fait raison, hein, c'est un produit qui peut adhérer si éventuellement la peau n'est pas enfin, il n'y a pas trop d'exudat. Donc, moi, je vous conseille, d'où l'intérêt de la douche. Hein, alors, je sais que c'est compliqué, mais si vous n'avez pas de douche, n'hésitez pas à humidifier les pansements avant de les enlever, ce qui rend l'ablation moins traumatique, en fait. Tout à fait. Après, moi, je me posais une question au niveau de tout ce qui est antiseptique. Je connais des familles qui utilisent du coup systématiquement à chaque réfection de pansement, qui vont utiliser un antiseptique sur toutes les plaies de façon systématique. Qu'est-ce que vous pensez de cela, Rose peut-être en premier, puis Vincent après? Bah après, le problème, enfin Vincent, je pense qu'il me rejoindra. Si je dis des bêtises, Vincent, n'hésite pas à me rectifier, mais on a sur notre peau des bactéries qui profitent à notre cicatrisation en fait. Et le problème, c'est que quand on utilise des antiseptiques, on élimine ces bactéries qui profitent à notre cicatrisation. Donc c'est à proscrire vraiment plus. J'utilise pour ma part des antiseptiques uniquement si les patients ont des bulles qui n'ont pas encore été percées pour éviter d'engendrer une infection quand je vais percer ma bulle si la peau n'est pas propre. Mais sinon, sur des plaies, non, c'est à proscrire. Hein. L'eau et le savon, il n'y a rien de mieux qui fonctionne. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent, mais… Tout à fait d'accord, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Rose a tout à fait un bon résumé de l'utilisation des antiseptiques. L'antiseptique, c'est vraiment, on l'utilise quand vous allez faire un acte traumatique. C'est-à-dire le fait de percer une bulle, c'est un acte traumatique qui peut être une porte d'entrée à une infection. Donc là, on va utiliser un antiseptique pour éviter justement que les bactéries rentrent et s'installent et fassent une infection. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les chirurgiens, quand ils opèrent quelqu'un, hein, ils le badigeonnent d'un antiseptique qui est hyper connu qu'on appelle la bétadine. En fait, la bétadine, c'est un peu le terminator en fait, des antiseptiques. Hein, ça va détruire toute la flore que vous avez sur la peau. Et donc, du coup, quand ils vont faire une incision donc de la peau, ben, vous n'aurez pas de bactéries qui vont rentrer. Donc, un antiseptique, c'est vraiment un produit qu'on utilise avant un geste traumatique pour éviter l'infection. Mais par contre, qu'il faut, comme le disait Rose, surtout pas utiliser après, parce qu'en fait, vous allez détruire toute la flore qui nous permet de stimuler les différentes molécules qui vont nous permettre en fait de faire une cicatrisation complète. Et nous, en ville, c'est très souvent qu'on se retrouve avec des retards de cicatrisation qui sont induits par l'utilisation trop importante des antiseptiques. C'est-à-dire que les gens, bien évidemment, pensent bien faire. Hein, et en fait, ils sont délétères vis-à-vis de leurs patients parce qu'en utilisant systématiquement des antiseptiques, vous retardez, paradoxalement, vous retardez le processus de cicatrisation. Clémence, est-ce que tu vois apparaître des questions à travers Facebook? Oui, tout à fait. On a plusieurs questions. Je vais commencer par la question sur justement les tubifastes. Il y a une personne qui dit que les filets tubulaires sont plus efficaces selon elle, ça tient mieux. Est-ce qu'il y a des alternatives aujourd'hui aux tubifastes ou est-ce que c'est vraiment ce que vous recommandez de mieux? Il y a le Surgifix. Voilà, il y a la marque. Expliquer un petit peu plus ce que c'est, Rose, s'il te plaît? Pardon? Tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que c'est? Le Surgifix, c'est pareil, c'est un filet tubulaire, mais avec des mailles beaucoup moins resserrées. C'est pas aussi
je ne sais pas comment expliquer, mais le Tubifast, c'est comme un tissu qui est totalement plein, alors que le Surgifix, ce sont de très grosses mailles, en fait, donc qui sont extrêmement extensibles, voire peut-être même un petit peu plus extensibles que le Tubifast. Mais il peut parfois avoir des inconvénients, c'est que si vous avez des peaux mortes, malheureusement, ces fils peuvent s'accrocher aux peaux mortes. Voilà. Il y en a qui apprécient beaucoup, d'autres un peu moins. C'est à tester, en fait. Hein. Voilà, c'est toujours pareil. Hein. C'est comme un vêtement quand on l'achète, on l'essaye. Hein. Si on l'aime, on l'achète. Si on l'aime pas, si on n'est pas à l'aise, on le prend pas. Pour le Surgifix, Tubifast et tous les modes de maintien de pansement, c'est la même chose. Ok. D'autres questions, Clémence? Oui, on a une question sur les pansements et la façon de protéger les pansements à la piscine. Est-ce qu'il y a des techniques, des conseils là-dessus pour éviter que les pansements se détachent? Et Je réponds. pardon? Tu veux Vas-y, répondre? Rose. Vas-y, Vincent, vas-y. Alors, en fait, non. Clairement, nous, on a tout essayé, notamment dans les périodes estivales où systématiquement nos patients nous demandent est-ce que je peux aller me baigner avec mon pansement? Alors, la réponse est non. Alors, vous pouvez y aller, mais le pansement Va s'imbiber d'eau. va s'imbiber d'eau, va devenir 10 fois trop lourd, notamment sur des hydrocellulaires, et va se détacher. Alors, il existe un système, il existe un seul système. Alors, donc, j'ai oublié le nom, mais je pourrais vous le faire parvenir, ou je pourrais vous donner les coordonnées par la suite, qui est un système vraiment avec un fil qui est cette fois-ci, hyper imperméable et qui nécessite une accroche la plus lointaine possible du pansement. En fait, un pansement n'est pas fait pour aller sous l'eau. Alors, je sais qu'il y a pas mal de laboratoires qui disent vous pouvez prendre votre douche avec votre pansement, mais en fait, c'est une erreur. Vous prenez votre douche avec votre pansement, mais votre pansement va être imbibé d'eau, va avoir trop d'eau à l'intérieur et donc, du coup, va faire macérer votre plaie. Donc, le pansement qui tient après une douche ou après un bain dans la mer, eh bien, ça n'existe pas. Voilà. Alors, sauf si vous mettez le système dont… attendez, je vais regarder en même temps, je vous le dirai dans quelques minutes. Un système qui permet vraiment d'être hyper étanche, mais d'un autre côté, ce n'est pas la finalité d'un pansement d'être étanche. Hein. Il faut qu'il y ait des échanges gazeux entre la plaie et l'extérieur. Donc, il faut que ça soit pour un temps, j'allais dire, un temps limité. Alors, je sais bien que quand il fait chaud, les piscines, ainsi de suite, bon, ça, c'est super bien. Mais si votre enfant aussi, vous voulez vous baigner, baignez-vous avec votre pansement et puis surtout, changez-le tout de suite dès que vous sortez de l'eau. Et puis, passez un temps, j'allais dire, limité dans l'eau. Il ne faut pas faire la planche pendant 3 plombes, ça, c'est sûr. On arrive à peu près à faire tenir, par exemple, du Mepilex transfert avec du Tubifast par-dessus, arrive à tenir, je pense, le temps de la baignade. Il existe aussi des dispositifs, je crois, qui sont utilisés pour tout ce qui est plâtre, qui permettent pour le coup d'assurer une étanchéité. Hein. C'est une Fanny qui m'avait parlé de ça. Il faudrait qu'on se renseigne davantage là-dessus, sur ces solutions. Personnellement, je ne les ai jamais testées. Je ne sais pas si vous connaissez des gens, Vincent ou Rose, qui ont déjà utilisé ça. Alors après, il y a juste eu à un moment donné à Saint-Louis, quand on était dans le protocole Mabule pour la membrane amniotique, on essayait de trouver des moyens de maintenir les pansements pour que les patients puissent continuer à prendre leur douche ou leur bain. Alors, il y a peut-être un système, mais après, ça dépend. Pareil, ça dépend de la taille du pansement. Ça dépend. Si vous avez des petits pansements, des micro-pansements de Mepilex transfert ou des choses comme ça peut fonctionner. C'est une Mepitel film, mais c'est pareil. Hein, c'est pas. Il faut vraiment que ça soit un pansement qui soit pas trop grand et puis il faut le mettre sur une peau très sèche et puis je suis pas sûre que ça tienne dans le bain. Après, c'est à tester. Hein, donc, Alors j'ai trouvé le nom du pansement, ça s'appelle Sécuderm. Pardon ? J'ai trouvé le nom du pansement, en fait, enfin, ce qui n'est pas un pansement, en fait, hein, qui permet de tenir les pansements, justement, et qui est étanche, ça s'appelle Sécuderm, Secuderm. Vous pouvez le trouver sur secuderm.com. Donc, nous, on l'a testé, celui-ci. Il fonctionne plutôt pas mal. La seule chose, c'est que si vous avez des surfaces importantes, il faut vraiment mettre des pansements qui sont très grands. Mais ça tient un petit peu quand même sur les bains marins, notamment.
Et est-ce que ça collerait pas trop pour le coup? C'est toujours Alors, pour le problématique, mais il faut B, trouver le juste milieu entre qui colle trop et qui colle pas assez. pour le B, c'est compliqué. Pour Clairement, le B, pour c'est le B, c'est compliqué, hein. compliqué. Ça, c'est plutôt pour des plaies post-opératoires ou sur des gens qui ont des cathéters ou des chambres implantables, ainsi de suite. Sachant la fragilité de la peau des patients EB, c'est… C'est un anneau ventousé qu'il y a Alors, sur… il y en a un, ouais, notamment pour les pieds diabétiques, mais enfin, moi, à votre place, j'irai voir, voilà, vous allez sur le site, hein, cqderm.com. Avec modération, j'allais dire. Enfin, de toute façon, comme disait Rose à juste titre, hein, il faut essayer. Il faut essayer. Il n'y a que en fait, le patient qui se rend compte vraiment si ça fonctionne. Mais en tout cas, nous, on l'avait testé sur notamment des kystes sacro-coccygiens, donc qui sont des plaies au-dessus du bassin, hein, au-dessus des fesses, où ça fonctionnait, où les gens pouvaient se baigner avec. Mais d'une façon générale, il fallait quand même qu'ils refassent leur pansement, de toute façon, après. Clémence, d'autres questions? Oui, toujours un peu dans la même thématique. Est-ce que du coup, les combinaisons, ça peut aider à maintenir les pansements? Quelle combinaison? Les Oui, c'est ça, ouais. combinaisons pour se baigner. Ah, tu veux dire les combinaisons de plongée ou des trucs Oui, comme ça? oui, ce genre de. Est-ce que ça a déjà été testé? Bah non, mais ça serait peut-être pas une mauvaise idée Après, finalement. l'enjeu, j'imagine, va être d'arriver à l'enfiler et que le Oui, pansement reste en place dessous, quoi. oui, Oui, c'est ouais, plutôt ça, oui. Ouais. c'est clair, tu C'est plutôt m'étonnes. ça, oui. Voilà, Éviter de c'est vous toute retrouver la avec une NEM difficulté. après, oui, mais bon. Faudrait arriver à trouver une taille, on va dire, et près du corps et pas trop serrée, de manière à pouvoir enfiler. Mais l'idée est pas mauvaise hein, finalement. L'idée est pas mauvaise. Faudrait demander au concepteur de ce genre de combinaison de créer une combinaison spécialement pour les épidermolyses bulleuses avec des scratchs étanches, tu sais. Ben, une deuxième peau, on en rêve tous d'une deuxième peau, mais je sais que le fils de la présidente de Debra Espagne avait utilisé ce genre de choses, mais le problème, c'est qu'une combinaison, ça a toujours une fermeture éclair, et donc c'est quand même près du corps. Je sais qu'au niveau de la fermeture éclair, il avait eu de gros problèmes. Ouais. Un challenge à inventer pour l'épidermolyse bulleuse. Ah, ben, la deuxième peau, on en rêve. Hein. Oui. Et donc, on a d'autres questions. Vous avez beaucoup parlé de la douche. Est-ce que c'est la même chose s'applique pour le bain ou est-ce que c'est très spécifique à la douche? Alors, la douche, non. Enfin, c'est vraiment spécifique à la douche. En fait, vous avez un petit effet en fait mécanique de la douche, hein, un petit effet dit Karcher, en fait, hein, du fait de la pression en fait de la douche qui est exercée par le débit en fait et la pression de l'eau. Et cette pression va nous permettre en fait de faire décoller cette fameuse fibrine ou décoller les peaux mortes, alors que le bain fait exactement l'effet inverse. C'est-à-dire que le bain aura tendance plutôt à coller les tissus morts sur la peau. Alors, le bain, c'est bien, c'est intéressant parce qu'il y a un côté antalgique donc pour le patient et puis pour décoller les pansements. Mais par contre, on n'aura pas du tout d'effet détersif avec le bain. Absolument pas. Bah, ça ramollit quand même pas mal les croûtes, hein, quand même. Hein, Ouais, ça ramollit, mais ça les fera pas partir. Alors que la douche fera vraiment partir les Bah, avec des compresses, j'arrive à les faire partir dans le bain pour les patients. Hein. Oui, avec l'aide d'une compresse, parce que je disais tout à l'heure, si on peut le faire avec une Ah oui, compresse, j'ai ça compris. fonctionne. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Une Mais action le bain mécanique. lui-même, le bain tout seul, non. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, d'accord, Ouais. j'ai compris ce que tu voulais dire. Merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair, je crois. Une question sur les grains de mylium. Comment enlever les grains de mylium? Rose, peut-être. Bah, sincèrement, on les enlève pas. Je ne sais pas si c'est dommage qu'Emmanuel soit là parce que sincèrement, je ne sais pas du tout en fait. Je sais pas. Je pourrais demander au docteur Bourras si vous voulez, à celui ou celle qui a posé la question. Je vais noter. Déjà, est-ce qu'on peut enlever les grains de mylium? Je pense que c'est surtout ça la question. Est-ce qu'on peut enlever les Surtout grains ça, de mylium? Parce qu'ils remontent tout seuls au bout d'un certain temps, ils finissent par disparaître, hein, mais supprimer des grains de mylium, ça me semble compliqué. Hein. Ouais, mais bon, je pense que ça gratte tellement aussi les grains de mylium que c'est ça. Ouais. Est-ce qu'on peut enlever les grains de mylium? Je vais demander et puis je t'enverrai la réponse. Clémence, tu répondras à la personne qui a… On mettra en commentaire dans la vidéo la réponse à ce sujet. De toute façon, je pense que c'est vois un une acte. nouvelle question. Pardon. Je pense que c'est un acte de dermato quand même, ça. Hein. Je ne sais pas, Rose, c'est ce que tu en penses.
c'est dermatologique. Je ne sais pas. Après, si c'est, je ne fais que des spéculations. Je ne suis pas dermatologue, donc ce que je vais dire, ne le faites pas surtout, s'il vous plaît. C'est juste que, est-ce que c'est comme un bouton d'acné, si tu mets un peu une aiguille, il va se percer, il va se vider? Je ne sais pas du tout, en fait. J'ai jamais posé la question, ça s'est jamais posé, donc je ne sais pas. Je préfère demander au docteur Bourra, qui sera plus à même à répondre à ce genre de questions. Alors, au niveau des produits, on a une question, là, je vois sur les produits à appliquer sur les plaies. Donc ça, c'est vrai que c'est parfois vraiment un vrai casse-tête, savoir quel produit utiliser à quel moment faut-il mettre de la flamazine, quel moment faut-il mettre de la diprozone. Donc là, on a une question par rapport à la phase de bourgeonnement. Si on devait appliquer un produit, qu'est-ce qu'on appliquerait? Alors, en fait, dans le bourgeonnement, c'est une phase physiologique, c'est normal. Donc, a priori, il n'y a pas de produit à mettre sur une phase de bourgeonnement. On peut mettre des produits sur les phases de bourgeonnement si on a un hyper-bourgeonnement, c'est-à-dire que si on a un bourgeonnement qui est trop important, donc dans ce cas-là, on met des corticoïdes, comme de la diprozone, qui va en fait stopper l'inflammation du bourgeonnement. Et comment on reconnaît cet hyper-bourgeonnement? Pardon, Vincent, je te coupe. Un hyperbourgeonnement, c'est des bourgeons en fait qui vont vraiment être beaucoup plus importants que le reste de la plaie. Vous avez l'impression d'avoir des petits monticules en fait dans la plaie, qui est important. Ça arrive souvent chez les enfants jeunes d'ailleurs. Et donc en fait, il faut le stopper cet hyperbourgeonnement parce qu'en fait, vous n'aurez pas une structure plane au niveau de la cicatrisation de la plaie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien. Une fois qu'on l'a vu une fois, bon, c'est facilement reconnaissable. C'est très facile à reconnaître. Après, je sais qu'il y a des gens qui utilisent de la diprozone de façon importante dans le B sur différentes plaies. Des fois, peut-être, à mon avis, un peu trop souvent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la diprozone, c'est un corticoïde, donc c'est un anti-inflammatoire, et qu'en fait, le processus inflammatoire, dans le processus de cicatrisation, il est intéressant, en fait, paradoxalement. Donc, si on limite le processus inflammatoire, on limite aussi la vitesse, en fait, de cicatrisation. Par contre, il y a certaines plaies qui nécessitent effectivement certaines plaies infectées, malgré que ça aille un petit peu à l'encontre. Moi, j'ai déjà vu l'utilisation de diprozone. Donc, je pense que Rose est peut-être bien placée pour répondre à cette question. Mais sur une phase de bourgeonnement qui se passe bien, il suffit de mettre un hydrocellulaire et puis le bourgeonnement se fait tout seul. Après, pour l'hyperbourgeonnement, pour arriver à la déceler, même quand elle n'est pas très, très importante, c'est de se mettre sur le côté de la plaie. C'est-à-dire que vous avez votre surface, vous avez votre plaie qui est juste au-dessus de ma main, là par exemple, et ben, on se met sur le côté. Et si on voit que les cellules, si on voit que la partie très rouge qu'a montré Vincent tout à l'heure sur sa diapositive est au-dessus de la peau, c'est un hyperbourgeonnement, avec évidemment plus ou moins importance, mais c'est comme ça qu'on décèle s'il y a un hyperbourgeonnement. C'est-à-dire que même 1 millimètre au-dessus de la peau, c'est un frein à la cicatrisation, c'est un hyperbourgeonnement. Alors c'est vrai que le mot hyperbourgeonnement peut paraître quelque chose d'extrêmement important, mais c'est juste la prolifération de ces cellules qui fait qu'on dit hyperbourgeonnement. C'est-à-dire c'est un bourgeonnement plus important que ce que ça ne doit être. Donc il faut se mettre sur le côté de la plaie, regarder sur le côté, s'il y a une petite montagne, on met des corticoïdes. Et après, il faut refaire le pansement tous les jours. Il ne faut pas laisser les corticoïdes plus de 48 heures. Donc, dès qu'au bout de 24 heures, on enlève les corticoïdes, on revérifie de nouveau sa plaie sur le côté. Et s'il y a encore une petite montagne, on remet. Et dès qu'il n'y a plus de montagne, on arrête. Et Rose, est-ce qu'au niveau la diprozone n'est-elle pas aussi utilisée parfois dans les cas de prurite, de zones donc cicatrisées, très prurigineuses, pour calmer justement cette inflammation, pour moins plus de prurite, Oui, mais tout ça, c'est pareil, c'est sur prescription médicale, évidemment. Mais oui, quand, même moi-même, quand des fois je me fais piquer par des moustiques, je mets. Alors, le processus de mécanisme qui évite que ça gratte, peut-être que Vincent, tu vas pouvoir m'aider, mais je ne le connais pas, mais je sais que ça soulage énormément les démangeaisons, oui. C'est un processus inflammatoire, tout simplement. Quand vous avez une piqûre, que ce soit de moustique ou un prurite, ce qu'on appelle un prurite, en fait, quand ça gratte, c'est un processus inflammatoire ou alors, soit inflammatoire du fait d'une piqûre ou d'un venin, d'un micro-venin qui a été injecté, ou ça peut être un processus allergique également aussi. Quand vous faites ce qu'on appelle des eczémas de contact, par exemple, sur un adhésif de pansement,
ou ainsi de suite, enfin tout ce qui est allergique aussi. Donc là, en fait, c'est une réaction inflammatoire que votre épiderme et votre derme vont faire. Donc, pour arrêter cette réaction inflammatoire, vous mettez un anti-inflammatoire, donc notamment des corticoïdes qui fonctionnent effectivement très bien. Après, sur l'épidermis bulleuse, il y a une phase, je pense, sur laquelle on n'insistera peut-être jamais assez, c'est l'importance de cette phase de détertion, hein, de vraiment retirer toutes ces croûtes, toutes ces peaux mortes qui sont souvent quand même facteurs d'infection, hein. Donc, soit mécaniquement avec une petite compresse ou avec les doigts, directement avec les doigts, en frottant tout doucement, en faisant des petits ronds tout doucement. Je crois que c'est, à défaut parfois de pouvoir utiliser le pommeau de douche, effectivement, c'est des gestes importants. Oui. Après, je comprends que ça soit difficile, hein, mais il vaut mieux faire un petit peu tous les jours que pas du tout parce qu'on n'a pas envie et parce que ça fait mal. Donc, de se donner un temps de détertion quand on doit nettoyer les plaies, plus on en fera tous les jours et moins il y en aura à faire les jours suivants. C'est un peu là tout l'enjeu souvent pour les malades comme pour les aidants, hein, c'est de se poser la question tous les combien refaire les pansements, tous les combien faire le bain. Faut trouver le juste équilibre entre bien-être cutané et puis bien-être de la contrainte que tout cela suppose, ce qui n'est pas toujours simple à trouver. Oui. Alors, pardon, oui. Non, vas-y Vincent, je t'en prie. Il y a quand même un grand, entre guillemets, un grand standard, hein. À partir du moment où vous êtes en phase de détertion, comme je vous l'expliquais, il y a un risque infectieux qui potentiellement est présent. Donc, dès que vous avez des plaies qui sont en phase de détertion et que vous allez diagnostiquer, le pansement, il est tous les jours. Il ne faut pas se poser de questions. Alors, ça peut être embêtant d'un point de vue de l'organisation, mais il faut le faire tous les jours. Ça, c'est une obligation. Après, quand les plaies sont en phase de bourgeonnement ou en phase d'épidermisation, bourgeonnement, vous pouvez laisser les pansements jusqu'à 48 heures. Alors, je ne parle pas forcément dans l'épidermolyse bulleuse, hein, parce qu'en fait, chaque cas, on se rend compte que chaque patient est différent dans l'épidermolyse bulleuse. Mais en tout cas, il y a une règle d'or qui est quand vous avez des plaies en phase de détertion, quand vous avez de la fibrine, quand vous avez des peaux mortes, si vous voulez que ces plaies ne s'infectent pas, il faut faire le pansement tous les jours. Et c'est là que c'est compliqué parce que parfois, pour retirer ce pansement, on a besoin de mouiller. Donc, souvent, ça serait de faire le bain tous les jours, ce qui n'est pas toujours possible, hein, en termes de délai, de temps. Et retirer le pansement parfois comme ça, sans faire le bain, sans le mouiller complètement, peut engendrer un saignement, ce qui n'est pas souhaitable non plus dans certains cas. Tout à fait. Donc, ça, c'est des questions assez difficiles au quotidien auxquelles répondre. D'autres questions, Clémence ? Oui, tout à fait. On nous parle d'un autre produit, de deux autres produits, l'isocèle et le diprolène. Et on nous demande si c'est recommandé dans le cadre de l'épidermolyse bulleuse. Je ne connais pas. Isocèle ? Oui, et le diprolène. Isocèle, ça s'écrit comment ? Ça s'écrit I-S-O-C-E-L-E. Tu connais, Rose ? Non. Tu regardes quoi, toi, Vincent ? Je regarde isocèle. Je regarde diprolène, alors. Bon, il faut qu'on fasse des recherches là-dessus. Après, il y a des produits. Ça doit être le nom générique. Mais isocèle, comme ça s'écrit comme ça, je tombe sur pas grand-chose, moi. Ils disent diprolène, c'est des dermocorticoïdes. Oui, voilà, ça ne m'étonne pas, ça. Oui, ça doit être comme la diprozone, en fait. Ou un peu moins fort, peut-être. Il y a aussi des produits comme le Yalucet. Le Yalucet, Vincent, on mettrait plutôt ça sur quel type de plaie ? Alors, c'est participatif, je crois. Hein. Alors, le Yalucet, c'est une émulsion en fait, qui est à base donc, de gras et surtout avec une concentration qui n'est pas énorme, hein, mais d'acide hyaluronique. Donc, l'acide hyaluronique, c'est une acide aminé, c'est une protéine qui a des fonctions en fait, de gonflement, c'est-à-dire qui pulpe un petit peu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on entend beaucoup parler, notamment Dermocosméto, avec tout plein de crèmes à base d'acide hyaluronique. C'est utilisé essentiellement dans la phase d'épidermisation. Au même titre que les interfaces. Moi, j'en ai rarement vu sur des patients en EB, mais ce n'est pas une ineptie, hein, ça ne serait pas une erreur. La seule chose, c'est que c'est un produit qui est gras, et comme tous les produits gras, il y a un risque de macération. Donc, ça veut dire qu'il faut là aussi, pour éviter le risque de macération, faire le pansement tous les jours. Mais je dois confondre, le Yalucet, c'est une crème ou c'est un pansement ? Une crème. Alors, en fait, alors j'utilise pas ça, non. J'ai confondu avec autre chose. Alors, parce que
Ça existe. Il y avait un patient qui utilisait un pansement qui était cousu en carré et qui devenait un gel quand il recueillait les exudats. Comment il s'appelle celui-là déjà? Alors ça, il y a des pansements qui sont en base. Comment? Aquacel. Oui, c'est de l'aquacel. Alors là, c'est encore autre chose. C'est un hydrofibre. Oui. Alors, un hydrofibre, là, c'est un pansement qui a une seule et unique fonction, c'est de capter les exudats. En fait, c'est une énorme éponge et qui va se gélifier en fait, au contact des exudats. C'est un produit que moi, j'ai rarement vu en EB. On l'utilise beaucoup dans nos pathologies. Hein. En EB, on l'utilise très peu parce qu'en fait, vraiment, ça absorbe énormément. Et donc, comme je l'expliquais, le principe de base, c'est de respecter le principe d'humidité, même s'il y a un peu d'humidité, il faut en garder quand même. Et l'aquacel est vraiment un produit qui absorbe beaucoup. Alors, si vous avez une plaie qui est très exudative, c'est un très bon produit. Par contre, attention, si la plaie n'est pas assez exudative, vous allez complètement sécher votre plaie. Voilà, ça, c'est le risque. Et puis, pour répondre à la question précédente de Rose, effectivement, l'Hialucet, ça existe en crème, ça existe également en tulle imbibée, donc avec comme le tulle gras ou comme les interfaces. Voilà, c'est pour l'épidermisation. Je ne suis pas persuadé que ça fonctionne très très bien pour le B. Ça fonctionne bien sur des plaies classiques de dermabrasion. Vous savez, par exemple, vous êtes votre petit. Je ne parle pas de l'EB cette fois-ci. Hein. Quelqu'un qui fait du vélo, qui s'abîme les genoux, voilà, l'épiderme, vous mettez du Hialucet. C'est un peu l'équivalence d'un supertulle. Enfin, c'est un supertulle gras, quoi. Voilà. Après, je sais qu'il y a certains patients qui l'utilisent et puis qui en sont plutôt contents. Donc, oui, voilà, c'est pas. Ils se sentent bien avec. Je ne pense pas que ce soit un produit révolutionnaire. Et puis nous, on a pas mal d'infirmières qui se le mettaient sur le visage pour enlever les rides, mais ça ne fonctionne pas. C'est comment ça s'appelle c'est un lifting à moindre coût. Voilà, c'est un lifting low cost. Enfin, pour peut-être conclure, je rappellerai aussi à quel point dans notre pathologie, on fait quand même souvent une utilisation détournée du pansement, hein, comme vous le disiez Vincent, qu'on va souvent utiliser en guise de préventif finalement sur des zones cicatrisées mais très fragiles, plutôt que sur des plaies. Donc c'est vrai que c'est aussi un peu ça la complexité dans notre pathologie, c'est qu'on arrive à… La complexité de l'EB, c'est qu'en fait, l'idéal, c'est de prévenir ces fameuses plaies de façon à ne pas rentrer dans un processus de détertion, bourgeonnement, ainsi de suite. Et des moyens de prévention, il n'en existe pas tant que ça. Alors, on met de temps en temps, à juste titre, des pansements en pensant qu'ils vont absorber les coups, ou qui vont, on va dire, répartir la pression s'il y a des lieux de pression. Alors, un pansement, ça porte bien son nom, c'est fait pour panser. Donc, qui dit pansement dit plaie. Hein. S'il n'y a pas de plaie, normalement, on ne devrait pas mettre de pansement. Alors, il y a quelque chose qui fonctionne bien, qui peut remplacer le pansement, c'est le gras. C'est-à-dire que quand vous mettez beaucoup de gras sur une peau, eh bien, en fait, vous allez augmenter en fait, le film hydrolipidique physiologique et donc vous allez rendre la peau beaucoup plus souple et donc beaucoup moins susceptible de faire des plaies. C'est notamment ce qu'on fait en gériatrie, par exemple. Mais c'est vrai que c'est plus fort que nous. Hein, et moi, le premier, pendant mes années d'hôpital, dès qu'on avait une rougeur ou un risque de pression, eh bien, on met un pansement dessus. En fait, les 3/4 du temps, quand on enlève le pansement, ça ne change pas énormément de choses. Voilà. À part qu'on a l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Après, l'inconvénient de notre pathologie, c'est qu'on a une multitude de facteurs qui s'accumulent. Donc, il y a effectivement le risque de chute, il y a la problématique du prurite, il y a la problématique de l'inflammation chronique. Et puis, on a cette problématique énorme de déficit donc d'une protéine, quelle qu'elle soit, que ce soit le collagène, que ce soit la kératine, que ce soit la lamina, qui explique nos fragilités cutanées. Et on espère un jour avoir des approches systémiques qui nous permettront finalement de ne plus avoir besoin de tous ces produits. Voilà, on en rêve. L'heure de fin de notre webinaire approche. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Et, on vous invite à les écouter en replay, donc sur la chaîne YouTube prochainement, sur Facebook. On vous invite également à ne pas hésiter à réagir, à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous aimeriez qu'on en fasse d'autres ou si vous avez des thématiques que vous aimeriez qu'on développe comme ça sous forme de webinaire, maintenant qu'on maîtrise la technologie. N'hésitez pas à nous le dire et à interagir sur les réseaux sociaux qui contribuent à ce que notre pathologie soit de plus en plus connue.
Demain, nous terminerons cette semaine de sensibilisation de l'épidermolyse bulleuse avec le dernier webinaire de la semaine avec Hélène Rago, qui est donc chercheure post-doctorante au sein de l'équipe d'Alain Ovnanian, qui viendra nous parler de l'étude sur le carcinome de l'épidermolyse bulleuse qui est financée par l'association depuis maintenant 3 ans. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup Vincent, merci à Rose d'avoir été à nos côtés ce soir. Merci, avec plaisir. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir tout le monde. Salut Vincent, salut Angélique, salut Salut, Clémence. Salut tout le monde. Attends, je coupe l'enregistrement.